Ça fait 12 ans qu'on existe, on est une petite trentaine, dispatchés dans toute la France, et on travaille autour de 4 métiers. L'accompagnement des transformations, on travaille aussi avec le coaching, coaching de dirigeants, coaching d'équipe de direction, coaching de managers, et puis la formation, puisque dans une transformation, faire monter en compétence les équipes, ça va être un élément important. On fait ça donc depuis 12 ans. Et puis, slide suivant, je ne sais plus ce que c'est, voilà. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, on a mené pas mal de transformations. Et nous, l'idée, en fait, c'était de pouvoir partager quelque part des éléments qui pourraient être transposables aujourd'hui dans le cadre de l'IA sur la transformation et donc issus de nos cas d'usage sur 80 transformations menées, dont des transformations digitales, dont des transformations liées à des outils également. Et puis, on voulait vous montrer le panel. Donc, ici, vous êtes plusieurs personnes à venir de nos entreprises clientes. Ça, ce sont les entreprises que nous accompagnons depuis quelques années. Ce sont à la fois des grands groupes français ou internationaux dans différents secteurs d'activité, mais aussi des PME et des ETI françaises dans le service ou en industrie ou commercial. Et en fait, vous allez voir que ce qu'on va vous restituer en termes d'enquête, c'est assez représentatif de cette diversité de clients. Et c'est ce qui nous a semblé intéressant peut-être à partager avec vous, c'est justement où est-ce qu'on en est finalement de l'IA. Et pour faire cela, on s'est adossé avec Allegria. Donc Allegria, c'est un grand plaisir de travailler avec cette entreprise que Francis va vous présenter. La complémentarité, elle a été naturelle. On s'est rencontrés sur un événement. Et par la suite, quand on a parlé d'IA, on a tout de suite vu finalement comment est-ce que les deux entreprises pouvaient mailler leur complémentarité. Allegria, c'est l'expert de l'IA en France et il vous en parlera mieux que moi. Et nous, on est plutôt experts des transformations humaines et des transformations d'entreprise. Et finalement, comme on est sur une transformation IA, aujourd'hui, on n'est plus sur un outil IA. Ça y est, c'est dépassé, hein, ça y est, on passe dans une autre ère. Comment est-ce que nos deux compétences, nous sur l'humain et l'accompagnement des entreprises, et des changements, et comment est-ce qu'Allegria, avec son expertise technique, on pouvait vous mettre à disposition notre savoir-faire pour vous permettre de réussir à passer cette vague et en faire une opportunité. Donc, Francis, je te laisse te présenter. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup et du coup, je vous laisse avancer les slides. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ravi de ce partenariat aussi ensemble et puis surtout de ce premier contenu qu'on va vous livrer aujourd'hui parce qu'on pense et on est convaincu chez Allegria qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut partager la valeur et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Francis Lelon, je suis entrepreneur dans la tech depuis maintenant un peu plus de 30 ans. J'ai eu l'occasion de faire une école de commerce à Lyon, l'EM Lyon, avec Laurence qui est parmi nous aujourd'hui. On s'est connus sur les bancs d'école il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans qu'en fait, hein, rien de plus. Hein. Tout ça ne nous rajeunit pas, mais on est là encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Et dans mon parcours, donc j'ai été en particulier le fondateur, cofondateur et CEO de Sarenza.com, donc 10 premières années consacrées au e-commerce. J'ai repris, enfin, j'ai fait quelques autres startups en cours de route qui n'ont pas toutes marché et j'ai repris une société qui s'appelle Cobuzz en 2017. Je vais vous en parler très rapidement. Je suis également ambassadeur de l'IA en France. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important puisque c'est un programme qui a été lancé il y a quelques mois par Clara Chapaz. Et donc, avec Allegria, on est à la fois certifié, bien évidemment, Calliope, BPI, mais je suis personnellement également ambassadeur de l'IA maintenant en France depuis la rentrée. Pour terminer de vous présenter très rapidement Allegria, on est effectivement le numéro 1 de la formation et du déploiement aujourd'hui de l'IA générative en France. On a créé la société il y a 5 ans avec beaucoup de références aussi et je vais aller vite, on peut passer déjà à la slide suivante puisque l'idée c'était de vous donner quelques chiffres sur ce qu'on fait chez Allegria. C'est à peu près donc 100 000 personnes acculturées depuis maintenant 2 ans à l'IA générative depuis l'arrivée de ChatGPT le 30 novembre 2022. 500 entreprises également accompagnées aujourd'hui, de la start-up au grand compte. On a un certain nombre de clients aussi en commun, comme L'Oréal, par exemple. On fait effectivement de la formation, du conseil et de la prestation de services aussi, puisque on déploie chez un certain nombre de nos clients également aujourd'hui des solutions à base d'intelligence artificielle. Voilà très rapidement pour qui est Allegria. Et bonjour, je vais prendre la suite. Donc, Cyril Clay, je suis coach chez Seren6 et je vais vous présenter en effet les résultats de l'enquête. On a une dizaine de planches qui présentent ces résultats auxquels un certain nombre d'entre vous ont répondu. Nous avons voulu, à travers cette enquête, comprendre où en sont réellement les entreprises face à l'IA. Alors,
on va le découvrir entre les stades de maturité. Certains sont au stade de la curiosité, d'autres de l'expérimentation ou encore de la structuration. L'enjeu en conduisant cette enquête, c'était de vous offrir un panorama clair des pratiques, aussi un repère de votre positionnement, le positionnement de votre structure par rapport à d'autres dirigeants, et également apporter des pistes concrètes pour avancer de façon cohérente sur ces sujets-là et de façon responsable. Alors, avant de rentrer dans les résultats, un mot sur le panel. L'enquête a été menée auprès d'un panel de dirigeants et de décideurs d'entreprises, vous le voyez, de taille et de secteurs variés, c'est ce que disait Audrey. Donc, on a une bonne représentation, en effet, de deux secteurs plus spécifiquement, l'industrie ou le service aux entreprises, qui sont à peu près, qui représentent chacun à peu près 30% des répondants. Et sur les profils, en effet, puisqu'on visait des dirigeants, des décideurs, on a des directions générales, des responsables de transformation, encore des RH, marketing, finance ou direction commerciale. Donc, des profils qui ont à la fois une vision stratégique de leur organisation et aussi une dimension opérationnelle. Donc, c'est ce qui va donner en effet l'intérêt à ces résultats qui sont assez représentatifs. En termes de taille, vous le voyez, c'est assez équilibré sur les différentes strates qu'on a pu interroger. Premier enseignement, oui, sur la dimension stratégique. La place de l'IA dans la stratégie d'entreprise. Alors, la majorité des dirigeants reconnaissent que l'IA s'impose comme un sujet incontournable aujourd'hui, mais seulement une partie d'entre eux l'a véritablement intégré dans la stratégie. On voit qu'on est à 40% qui déclarent l'avoir intégré dans la feuille de route stratégique. Autre point marquant sur cette dimension stratégie, la moitié des COMEX ou CODIR ne seraient pas outillés, en effet, pour piloter une transformation IA. Donc, on observe une maturité hétérogène, beaucoup d'intérêt, parfois de la curiosité, mais encore peu de vision structurée. Dans l'encadré en bas à droite, sur la vision et la clarté de la vision sur les opportunités qu'amène l'IA dans les organisations, aujourd'hui, seulement 12% ont une vision claire des opportunités que peut amener l'IA dans l'exercice des métiers et des activités. Donc, les freins, en effet, exprimés vont porter plus sur la compréhension du potentiel business et sur la capacité à traduire ce potentiel en décisions concrètes. Oui, merci Laurence pour les slides, je te suis. Sur le deuxième axe qui est l'acculturation et le développement des compétences, ici un signal encourageant, vous le voyez, près de 70% des répondants ont déjà engagé ou prévoient d'engager des actions de formation, donc c'est une quantité et un pourcentage assez important. C'est des actions qui prennent des formes variées, vous le voyez dans l'encadré sur la droite. Alors, des initiations aux outils comme Copilot, ChatGPT, des modules de e-learning, des ateliers pratiques ou encore des journées d'acculturation de l'IA. Donc, on sent une vraie dynamique d'apprentissage avec ces chiffres, avec ces éléments qui sont présentés là. Donc, les entreprises testent, se forment, s'inspirent, mais on sent, c'est peut-être notre analyse, on sent qu'on est aussi sur des démarches qui sont centrées sur la découverte et encore peu connectées à la stratégie globale ou aux impacts métiers quand on corrèle un peu les différentes données qu'on va vous présenter. Donc, on est dans une phase d'exploration qu'il va falloir probablement prolonger et aller vers une structuration et un approfondissement. Sur le plan organisationnel, le constat il est plus contrasté puisqu'on a à peu près une entreprise sur deux qui n'a aujourd'hui rien formalisé. Alors, rien formalisé en termes d'organisation spécifique par rapport à ce sujet-là. Donc, ni en termes de gouvernance, on peut avoir une gouvernance spécifique IA ou un budget dédié. Donc, aujourd'hui, près d'une entreprise sur deux n'a pas de budget dédié pour 2026, en tout cas dans les éléments qui nous ont été remontés et déclarés. À l'inverse, une entreprise sur 5 déclare avoir plus de 250 000 € de budget pour 2026. Et donc, on observe ici un écart, une prise de conscience sur le sujet, sur l'importance du sujet, sur la vague, en effet, qui arrive, et la mise en place de dispositifs structurants qui vont permettre de bien intégrer ça dans les organisations et de conduire ces transformations.
alors, certaines entreprises, sur les dispositifs spécifiques, donc on est près de 40% des entreprises qui déclarent avoir des équipes innovation ou spécifiques transformation, et moins de 30% qui déclarent disposer d'une gouvernance ou d'une feuille de route IA. Alors, la plupart sont encore dans une logique d'expérimentation locale, c'est ce qu'on a dit. Sur ces équipes transformation, c'est aussi en lien avec les tailles de l'échantillon et du panel, hein. Sur les cas d'usage, des chiffres très parlants, 94% des répondants utilisent déjà des outils d'IA, hein. Donc, Francis parlait de ChatGPT, Copilot également, on a, ou encore d'autres plateformes. Dans ces 94%, aucun ne le fait, ou ne déclare, en tout cas, ne le faire de manière pleinement structurée à l'échelle de l'entreprise. Autrement dit, on a des usages qui sont là, mais une approche qu'on pourrait peut-être qualifier un peu d'opportuniste, car manquant un peu de structure. 76% d'entre vous, tous n'ont pas répondu à l'enquête, mais 76% des répondants, en tout cas, ont déclaré avoir identifié au moins un cas d'usage concret. Dans les cas d'usage concrets qui nous ont été remontés, on a l'automatisation de processus, alors commerciaux, par exemple, des activités autour du support client, de l'analyse des données ou encore de la communication ou du design. Quelques exemples pour être un peu plus précis: réalisation de devis ou saisie de commandes, automatisation de tâches dans l'administration des ventes, sur des activités RH, le traitement de CV, ont des choses qui ont été remontées. Et puis, on a un autre champ autour de la gestion des données, de la modélisation, de la simulation. Ce qu'on note aussi quand on voit ces cas d'usage-là ou ces expérimentations, on est plutôt sur des cas d'usage qui restent concentrés sur le back-office, avec une recherche d'efficience. Peu d'entreprises ont franchi le pas vers des projets plus orientés, alors innovation, ou en tout cas création de la valeur client. Donc, c'est peut-être le prochain défi aussi sur les sujets et les cas d'usage qui seront mis en œuvre. Si on s'intéresse en effet à la dimension managériale, un constat assez clair, près d'un dirigeant sur deux aujourd'hui estime que ces managers ne sont pas suffisamment préparés, jusqu'à moyennement, à conduire des transformations, et que l'entreprise ne dispose pas d'équipes dédiées ou change ou transformation. Mais ça aussi, par rapport au panel, c'est ce que je disais, vu qu'on a toutes les strates d'entreprise, c'est aussi cohérent avec certaines strates d'entreprise. Donc ça, c'est un point de vigilance quand même majeur, car la réussite du projet IA ne va pas reposer sur uniquement la dimension, la maîtrise et la dimension technologique, mais sur la capacité à embarquer les collectifs, parce que les transformations IA vont toucher directement les façons de travailler, les tâches, la répartition des tâches, la relation au métier. Et donc, sans accompagnement du management et indirectement des équipes, par le management ou directement l'accompagnement des équipes, les risques de résistance ou d'incompréhension vont être plus grands et risquent d'augmenter. Sur la maturité, parce que nous avons ensuite mesuré la maturité sur 4 dimensions, donc la maturité des entreprises sur 4 dimensions, la culture digitale et IA, la culture du changement, la capacité à expérimenter, et puis l'implication du COMEX sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Donc des scores globalement homogènes. Alors on est sur des échelles de 1 à 5, mais des scores qui varient entre 2,8 et 3,5, le niveau le plus faible sur la culture digitale et IA. Donc, globalement, ça traduit une maturité intermédiaire, encore en construction. On peut dire que la plupart sont dans une phase d'exploration, qu'elles savent qu'il faut y aller, mais cherchent encore la manière d'organiser les choses pour le faire de manière plus efficace. Quand on pose la question des freins principaux, alors, le graphe de gauche, 3 thèmes ressortent. La sécurité et la confidentialité des données qui ressort en premier, la complexité technique, et enfin le retour sur investissement. Viennent ensuite les impacts sur l'emploi et la question des compétences qui traduisent des inquiétudes. Alors, 62% des dirigeants observent des résistances déjà à ce stade ou des craintes, alors on peut estimer qu'on est plutôt dans des phases d'exploration aujourd'hui, d'expérimentation.
Donc, ces résistances, ce n'est pas forcément un rejet, ça peut traduire un besoin de vision, de compréhension et de visibilité sur les impacts. Qu'est-ce que ça va changer demain sur les activités, sur les métiers, sur les tâches qui sont réalisées par les équipes? Sur ce graphe de gauche, là, vous voyez un petit encadré, une petite ellipse. On attire ici votre attention sur le fait que le risque de perte business ou encore les impacts sur les emplois et les compétences sont plutôt en retrait par rapport à d'autres freins qui sont identifiés, alors que de notre côté, nous estimons que ces points seront des sujets majeurs lorsque l'on rentrera dans une transformation stratégique à plus grande échelle dans les organisations. Enfin, sur les besoins, donc on passe sur le graphe de droite, sur les besoins exprimés, 3 dominent et 1 très largement. Donc le premier, identifier et prioriser des cas d'usage avec plus de 60%. Arrive ensuite la construction de la feuille de route claire. On a vu en début de résultat, en effet, que seulement 40% avaient intégré une feuille de route IA sur la dimension stratégique. Et le troisième point, renforcer la sensibilisation et la formation. Là encore, on soulève un sujet, celui de l'alignement du CODIR. Et lorsque les entreprises vont basculer sur une transformation stratégique liée à l'IA, ce sujet va quand même être un sujet crucial sur lequel il faudra travailler. Et enfin, lorsque nous questionnons les intérêts, nous avons demandé quel type d'initiative intéresserait en effet les dirigeants. Trois tendances se dégagent: être accompagné pour définir la feuille de route IA, donc c'est la demande la plus forte. Et enfin, organiser des sessions de sensibilisation pour les équipes et bénéficier d'un diagnostic rapide de maturité IA. Voilà pour les résultats de notre enquête. Et donc, c'est vrai que nous, on a voulu organiser ce webinaire parce qu'on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait quelques messages clés qu'on avait envie de passer à nos clients. Vous avez été invités parce que vous êtes client de Seren6 pour vous laisser un temps d'avance. En fait, notre sentiment, c'est que la vague IA, on n'en est vraiment qu'au début, donc je pense que vous êtes quand même nombreux ça à le partager. La dynamique, elle est en marche, mais c'est comme si on n'était pas encore dans la prise de conscience de ce que ça allait impacter et de ce qu'il y avait à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est vraiment de passer, on va passer là, on est en train de passer d'une phase où on était dans ce fameux défrichage, cette exploration qui a bien démarré, à une phase où il va être nécessaire de prendre des décisions, de structurer et de vraiment passer en mode de transformation. Et pour nous, on voulait souligner le fait qu'on a 2 leviers qui sont vraiment à renforcer pour que vous restiez dans la course et sur lequel vous devez vraiment commencer à réfléchir pour vraiment adresser l'ampleur de ce à quoi on fait face aujourd'hui. C'est le levier stratégique et le levier humain. Sur le levier stratégique, aujourd'hui, l'IA n'est pas toujours au bon niveau. Il n'est pas encore positionné vraiment de manière toujours très forte dans les plans stratégiques. Auprès des dirigeants. Il n'y a pas peu d'alignement COMEX-CODIR sur ces sujets. Et donc, en fait, ce n'est pas complètement implémenté dans la stratégie. On a aussi finalement pas toujours une identification très claire de ce que ça va impacter en termes de pertes, conséquences sur la disruption de votre business model, mais aussi une nouvelle opportunité qui pourrait vous permettre de créer un business model différent dans le futur. Et donc, tout ce qui est repenser le modèle économique, c'est vraiment des questions à se poser pour nous en 2026. Ça devient vraiment clé. Et puis, l'autre dimension, bien sûr, vous connaissez Seren6, sérénité dans les systèmes, c'est l'impact humain. Comment est-ce que finalement, on vient aussi prendre conscience que tout ça, ça va énormément impacter nous, nos équipes, les personnes au sein de nos organisations, et qu'il va être urgent d'ouvrir des espaces de dialogue parce qu'en fait, les résistances, les impacts émotionnels, les impacts tangibles vont être très forts. Donc, comment on accompagne au changement? Comment est-ce qu'on vient aussi soutenir les personnes dans leur transformation personnelle, leur évolution des métiers, évolution des rôles, évolution de l'identité, évolution dans les mindsets, et comment est-ce qu'on développe aussi les compétences des personnes pour leur permettre d'embrasser cette nouvelle vague. Donc ça, pour nous, c'était aussi de mettre un point d'alerte et un point clair pour que vous soyez conscient que ce sont des questions que vous devez vous poser et que c'est le bon moment, quelque part, pour le faire. Et donc, du coup, en fait, par rapport à ça, on a posé la question à Francis. Finalement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Comment tu évalues la maturité? Comment tu peux accompagner les entreprises par rapport à ça? Je te passe la parole, Francis.
Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Effectivement, on voit bien cette dichotomie entre des organisations qui viennent nous voir tous les jours, qui viennent nous voir parce qu'elles veulent toutes faire des gains de productivité, mais qui ne se posent pas la question de savoir si leur business model existera encore dans 5 ans, alors que c'est ça la question fondamentale. On est, et il faut vraiment bien comprendre ça, dans une révolution systémique. Des métiers complets vont disparaître dans vos entreprises. Parfois, des business models complets vont disparaître. On a été amené à accompagner des sociétés, par exemple, qui font du conseil en optimisation fiscale. Bon, bah, aujourd'hui, et demain encore plus, un bon ChatGPT sera tout à fait peut-être capable de faire ce métier. Et cette question, dans un pays dominé par les services en France, se pose de manière encore plus forte. On est peut-être un peu moins impacté dans un pays comme l'Italie où c'est plus industriel ou l'Allemagne. Avec ce graphique, en fait, on voulait simplement vous partager la vision que l'on a sur la progression et l'impact de la mise en œuvre. Alors, on est vraiment dans le très concret de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Gardez en tête qu'aujourd'hui en France, en fonction des études, c'est 5 à 10% des entreprises seulement, toute taille confondue, qui ont commencé à déployer sérieusement l'IA, donc qui sont à un niveau chez nous qu'on considérait comme avancé ou leader. Ça veut dire qu'effectivement, on est qu'au tout début de la vague et 2025, ça a vraiment été la prise de conscience par les entreprises que l'IA ne se déploierait pas juste en nommant un Chief AI Officer, qu'on irait chercher les gains de productivité et les transformations dans l'entreprise qu'à condition d'emmener tout le monde dans la barque de l'IA, comme on a emmené tout le monde il y a 20 ans dans le sujet d'Internet. Et ici, bah, vous pouvez découvrir effectivement comment est-ce qu'on mesure finalement la maturité de l'IA dans une entreprise. Vous pouvez chacun vous auto-évaluer du niveau zéro où le sujet bah, n'est pas vraiment discuté dans l'entreprise et personne n'utilise vraiment l'IA. Alors heureusement, on a de moins en moins, mais là, on a un certain nombre de petites entreprises, de PME artisanales par exemple, qui sont encore à ce stade-là jusqu'au niveau leader où vraiment l'IA va avoir été intégrée directement dans la stratégie avec un vrai changement de mindset. Par exemple, pour vous donner un cas concret chez Allegria, aujourd'hui chez Allegria, on fait faire les missions par l'intelligence artificielle et si on n'y arrive pas, alors on recrute quelqu'un. Vous voyez, on a inversé le paradigme. Beaucoup d'entreprises qui sont en phase exploratoire ou de transition sont encore au stade de se poser la question de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer à l'IA. Non, il faut très rapidement passer à l'étape d'après. Donc ça, je vous laisserai chacun vous auto-évaluer. Vous aurez bien évidemment accès aux slides et vous pourrez regarder à quel stade vous en êtes. La plupart des entreprises sont encore au stade d'exploration où on démarrait simplement la transition. Il faut maintenant passer à l'étape d'après et être à minima au niveau avancé, voire leader, puisque je vous rappelle qu'il y a un processus d'apprentissage de l'intelligence artificielle et que plus tôt vous partirez, plus vite vous en toucherez les fruits et plus vite vous mettrez également des barrières à l'entrée sur ce sujet. Alors, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était ce qu'on voit, nous, dans les entreprises qui réussissent aujourd'hui avec l'IA. C'est quoi les 5 secrets pour réussir à déployer efficacement l'IA? Et puis, je terminerai par les 2 grandes stratégies aujourd'hui disponibles pour se lancer. Premier secret que je voulais partager avec vous, je vais passer assez vite sur celui-ci. Ça paraît évident, mais parfois, la mise en œuvre finalement de l'IA se faisant au niveau de business unit métier avec finalement très peu de compétences data ou en conduite de projet, on se lance dans un cas d'usage sans forcément bien cadrer le sujet. Ah non, c'est un projet informatique comme les autres, donc il faut des objectifs business clairs, il faut identifier les utilisateurs finaux, il faut faire un budget, mettre en place la sécurité, la gouvernance et piloter ça avec un outil, Project Canva, Notion, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui doit se lancer avec une vraie préparation parce que sinon, bien évidemment, on risque d'arriver dans des mauvais résultats. Pourquoi je le précise aussi? Parce que vous êtes encore très nombreux à considérer que en ayant déployé Microsoft Copilot ou ChatGPT dans votre entreprise et en ayant appris à prompter, vous savez faire de l'IA dans votre entreprise. Ça, c'est l'erreur qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Savoir se servir d'un outil comme ChatGPT ou Copilot, ce n'est pas plus de 5% de ce qu'est la réalité du déploiement de l'IA dans une entreprise. Il faut absolument passer à l'étape d'après, qui consiste en fait tout simplement à intégrer l'IA dans les processus métiers. Secret numéro 2, la maîtrise de la data. On côtoie encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont même pas lancé leur chantier data. Et pourtant,
On a tous des tonnes de data, et en particulier la data qui est parfaitement adaptée à l'IA, qui est ce qu'on appelle la data non structurée, comme par exemple des emails ou des transcripts de visioconférences. Je vois que chez Allegria, on est les seuls, par exemple, aujourd'hui, parmi les 23 participants, à être accompagnés d'une IA qui va faire un transcript de l'ensemble des… j'ai perdu les slides de mon côté, j'imagine que ça va revenir. On va revenir sur le numéro 2, voilà. Qui va nous permettre de pouvoir, par exemple, faire un transcript de tous nos rendez-vous commerciaux et de pouvoir ensuite interroger cette data qui est donc non structurée, c'est que du transcript, c'est que du texte. Mais avec une IA, en fin de mois, je peux poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci dans mes relations commerciales, est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui sont posées, est-ce qu'il y a des commerciaux qui ont trouvé des bonnes réponses. Donc, sans data, pas d'IA, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Je vous ai mis ici une petite feuille de route des différents chantiers à ouvrir pour avancer concrètement sur le sujet de la data. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qui ne seront réalisables qu'après avoir fait le chantier data. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des cas d'usage qu'on peut démarrer sans forcément avoir tout de suite fait tout ce travail sur la data. En tout cas, c'est un socle de base pour qu'à terme, on puisse vraiment déployer l'intégralité des cas d'usage que vous allez pouvoir imaginer demain. Secret numéro 3, c'est l'interconnexion des outils. Et ben voilà, Vincent a lancé son transcript copilote, c'est très bien. Le secret numéro 3, donc la connexion des outils entre eux. On vit à l'époque des API, donc l'API, c'est cette espèce d'espéranto qui permet de connecter tous les outils entre eux de manière très simple. Je vois encore trop de gens faire des copier-coller, par exemple, d'un mail dans ChatGPT pour que ChatGPT rédige une réponse et vous allez copier-coller la réponse dans votre Outlook ou dans votre Google Mail. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire des gains de productivité. Effectivement, vous allez gagner un peu de temps parce que ChatGPT va en quelques secondes vous rédiger la réponse, mais le temps que vous perdez à faire des copier-coller entre les outils, c'est plus acceptable en 2025. Quasiment toute la stack technique des outils que vous utilisez aujourd'hui ont une API. Et si ce n'est pas le cas, tous les outils legacy qui n'en ont pas, il va falloir les sortir. Ça faut être très clair. On n'achète plus d'outils logiciels aujourd'hui qui ne vous donnent pas accès à vos data. C'est essentiel. Dans le cas d'exemple d'Axiom, qui est une entreprise, un éditeur de SaaS, en plus, une boîte tech, rien qu'en mettant en place une formation intensive sur Make, donc, qui est un outil d'automatisation back-end qui permet de relier tous ces outils entre eux et de faire des automatisations, on leur a permis de gagner 50 jours de travail sur 10 mois. Donc, ça peut aller très vite, c'est très considérable. Je vous laisse imaginer les gains de productivité dans une société même un peu moins tech que celle-ci. Ça peut aller très, très vite. Chez Allegria, par exemple, aujourd'hui, en utilisant ce genre d'outils, on est passé de 3 à 5 personnels administratifs pour gérer 100 étudiants dans une école traditionnelle normale à 1 pour 1000 chez nous, donc 30 à 50 fois plus efficace sur la gestion administrative des étudiants, mais on a 300 automatisations qui tournent tous les jours pour faire tourner la boutique. Secret numéro 4, la priorisation des cas d'usage. Vous verrez qu'on a effectivement 2 stratégies qu'on va vous proposer de déploiement de l'IA très concrètes. Mais bien évidemment, ce qu'on voit souvent, c'est d'abord une difficulté à imaginer les cas d'usage entre les vendeurs de rêves qui se croient dans Hollywood et puis la réalité de ce qu'on peut faire et parfois des cas d'usage absolument dingues. Je vais vous en présenter quelques-uns tout de suite après. On a du mal à faire le tri entre les deux. Ce qui est important, c'est d'identifier le plus vite possible ce qu'on appelle les quick wins, parce que c'est ceux-là qui vont entraîner tout le monde dans la démarche. Ce sont ceux qui ont un impact fort et un effort faible à mettre en œuvre. Je vois encore trop d'entreprises qui croient que pour se lancer dans l'IA, il faut faire 100 000, 500 000 euros d'investissement. Pas du tout. Il y a plein de cas d'usage qu'on peut faire avec quelques milliers d'euros d'investissement très rapidement. J'en profite également pour signaler que la mesure de la performance de l'IA, ce n'est pas simplement, j'allais dire, des gains de productivité en euros sonnants et trébuchants. C'est aussi une meilleure qualité de service pour les utilisateurs. C'est aussi un meilleur confort de travail dans l'entreprise. Voilà, il y a plein de KPI qu'on peut aller chercher autour de l'IA et qui ne sont pas forcément tous liés uniquement à aller chercher plus de chiffre d'affaires ou moins de coûts. Secret numéro 5, bien évidemment, il va falloir faire ceci de manière sécurisée. Pourquoi? Parce que la seule data auquel les grands modèles de langage n'ont pas accès, c'est votre data à vous, c'est la data des entreprises. Il faut considérer aujourd'hui que
Une entreprise comme OpenIA, par exemple, ça a déjà ingurgité dans ses modèles quasiment 100% de tout l'Internet gratuit. Et en particulier, bien évidemment, les médias à leur corps défendant, puisqu'ils se sont bien fait siphonner leur contenu sans, la plupart du temps, aucun accord financier. Donc, tout ce qui est disponible sur Internet aujourd'hui, ça a déjà été utilisé pour entraîner les modèles. Donc, il va falloir aller chercher au-delà. Et c'est pour ça que tous ces grands modèles sont très intéressés par la valeur de la data de vos entreprises. Or, la data de Total, de Airbus, elle n'est pas disponible sur Internet. Donc, il faut impérativement sécuriser votre data, puisqu'on est en train de rentrer dans un monde où la valeur ne va plus être dans le code, dans la tech en tant que telle, puisque l'IA, c'est parfaitement codé, et donc tout ça va devenir une commodité, mais dans les data, les business models qui vont réussir demain seront les business models qui seront capables de leverager la data. C'est vraiment ça le Graal, j'allais dire, la pierre philosophale d'aujourd'hui. Comment j'ai de la data qui ne m'appartient qu'à moi et que je peux leverager pour faire du business. Donc, la sécurité, c'est très important, mais bien évidemment, il y a aussi le sujet de gouvernance. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on a maintenant aussi l'IA Acte européen, donc on est soumis à une réglementation européenne sur l'IA et que l'IA n'est pas exempte du RGPD et de toutes les autres législations déjà existantes dans la tech. On peut passer à la slide suivante. J'ai essayé ici, parce que bien évidemment, en 1 heure, c'était impossible de vous décrire l'intégralité de l'ensemble des chantiers à mettre en place pour déployer une vraie roadmap IA. Là, je me place dans la situation de ceux qui considèrent l'IA comme étant un enjeu stratégique. Et en réalité, ça devrait être pour tout le monde un enjeu stratégique, hein, quel que soit son type d'activité ou son secteur. L'ensemble de ces chantiers, ils sont finalement empreints de bon sens. On doit définir une stratégie, ce qui implique d'avoir des C-level qui comprennent les enjeux de l'IA et qui ont été acculturés et formés à ce sujet. On va ensuite, bien évidemment, commencer à faire monter les équipes. On ne fait pas la même erreur que le Chief Digital Officer d'il y a 10 ans qui ne servait à rien parce qu'il n'avait pas les budgets. Et on a bien vu qu'Internet n'a commencé à produire ses résultats que quand tout le monde s'y est mis. Donc, le Chief AI Officer, c'est sympa, mais s'il est tout seul dans son coin à essayer de déployer l'IA, ça ne fonctionnera pas. Il faut emmener toutes les équipes. Généralement, on passe aussi par la réalisation d'un diagnostic, sauf si vous venez de créer votre société. Vous n'avez pas tous les mêmes niveaux de legacy. Et il y a une méthodologie aujourd'hui très simple qui permet de faire ce diagnostic et en particulier d'aller interroger chaque business unit pour identifier avec eux les cas d'usage, ce qui est clairement une étape très importante. On va sélectionner des outils. Et oui, la réalité, c'est qu'on ne peut plus faire du business en 2025 uniquement avec Word, Excel, PowerPoint. D'ailleurs, chez nous, plus personne nous demande de licence Office. Il faut passer sur des nouvelles stacks techniques. Il faut être capable d'avoir des outils pour gérer la data, pour gérer les automatisations. Et donc, il faut s'équiper. On a d'ailleurs un petit chiffre assez intéressant là-dessus. On se rend compte que les entreprises qui sont bien équipées, généralement, investissent entre 3 et 6% de la masse salariale en outils. Je vous laisserai faire le calcul chez vous. En dessous de 3%, très souvent, vous sous-investissez. Au-dessus de 6%, vous avez peut-être de la redondance. Et on y arrive vite, parce que vous prenez quelques licences de certains outils, on est vite à 200-300 € par mois. Il faut l'intégrer dans les coûts de l'entreprise. On va sécuriser les données, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé. Fournir une formation ensuite opérationnelle. Une fois que vous avez choisi vos outils, on va les former sur les outils que vous avez choisis. Et un point qui est assez important, nous, ce qu'on voit qui fonctionne bien, et c'est quelque chose qui se développe très fort chez nous en ce moment, c'est un peu le syndrome de la personne qu'on forme, et puis le lendemain, elle se retrouve devant son bureau, et puis elle fait business as usual, parce que finalement, sa fiche de poste n'a pas changé, son manager n'a pas forcément été formé, et les outils ne sont pas toujours disponibles le jour J, dès le lendemain de la formation. Donc, il faut bien synchroniser toutes ces étapes. Et ce qui fonctionne bien derrière, c'est d'animer après les formations, d'animer par exemple avec des sessions de co-développement, des sessions de coaching, des hackathons, des démo days où chacun va venir présenter ce qu'il a fait. Il faut mettre tout le monde dans, j'allais dire, la dynamique de l'adoption de l'IA. Et là, bien évidemment, le DRH a un énorme enjeu. On revient sur l'humain, puisqu'on parle de changement de fiche de poste, on parle de formation, on parle de recruter peut-être des nouveaux profils. Et tout ça, c'est le quotidien du DRH. On va finir par mesurer l'impact. On ne fait pas ce genre d'investissement sans suivre le ROI. Et puis, on va se poser la question, bien évidemment, à un moment pendant l'ensemble du process, de
qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme cas d'usage par nous-mêmes et quels sont ceux qu'il faudra peut-être sous-traiter. Vous n'allez pas vous lancer, sauf si vous avez des experts en IA en interne, sur du fine-tuning, par exemple, demain, alors que du RAG, c'est accessible à des gens bien formés. Donc, on va essayer de mettre en place cette dynamique et surtout de trouver qu'est-ce que vous allez faire ensemble en montant en compétences, en apprenant à pêcher vous-même, et qu'est-ce que vous allez sous-traiter. Alors, je vous le disais, il y a deux stratégies, c'est celle qu'on voit aujourd'hui très concrètement sur le marché. La première stratégie, c'est la plus simple, on va démarrer par des cas d'usage. Pourquoi? Parce que ça permet d'entraîner tout le monde, ça permet de montrer que ça fonctionne, ça permet de montrer que c'est possible de le faire, ça permet de montrer qu'il y a des cas d'usage que vous pouvez faire par vous-même. On a plein de slides sur des tonnes de cas d'usage, je vais vous en parler après. Ensuite, l'option 2, c'est de démarrer par la transformation stratégique. Donc, on considère que c'est stratégique, donc on fait la feuille de route telle que je vous l'ai présentée. Et à l'intérieur, il y aura des cas d'usage. On peut faire les deux en parallèle d'ailleurs. On a des entreprises qui lancent la feuille de route stratégique et qui, en même temps, commencent à faire quelques cas d'usage très simples pour embarquer tout le monde et montrer que ça fonctionne. Alors, en complément, nous, merci Francis, on vient témoigner aussi de cas, en fait, de deux options, finalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit accompagner au changement sur ces deux types d'options? Bien évidemment, comme le disait Francis, on va avoir aussi toute une démarche test and learn. Pour beaucoup de projets, finalement, c'est aussi l'essai-erreur qui va permettre de se mettre le pied à l'étrier. C'est ce qui va faire que vous allez démarrer, c'est ce qui va faire que vos équipes vont se mettre en route. Par contre, dans le cas de l'option 1, on va avoir aussi des moments, en fait, où certains cas d'usage ont vraiment des impacts très forts au niveau humain, process, et qui vont demander à réviser les rôles et responsabilités, les manières de fonctionner, qui vont peut-être même devoir permettre à certaines personnes de complètement changer le contenu de son poste. Et dans ces cas-là, on va avoir un sujet d'accompagnement. Nous, chez Seren6, du coup, on aime bien dire il y a 4 étapes. C'est très simple d'un point de vue opérationnel dans cette option-là. La première, alors ce n'est pas forcément ce qui est le plus naturel, c'est déjà tout de suite de se dire finalement quels sont les impacts humains qui vont être, que je peux déjà anticiper dès le départ, soit parce que je les connais, j'ai une bonne écoute de mon terrain, soit parce que je vais faire une écoute terrain pour bien comprendre de quoi il s'agit. Mais en tout cas, d'identifier les impacts humains parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de bien anticiper les effets sur les dynamiques d'équipe et de mettre en place les accompagnements qui sont nécessaires. Et c'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps dans l'adoption et dans la mise en œuvre, puisque derrière, on va vous recommander de communiquer et d'embarquer, de faire tout un plan de change management. Certains d'entre vous connaissent bien ça. Accompagner pour vraiment permettre de créer de la transparence et de la confiance autour du sujet de l'IA, et puis de transformer vraiment la première curiosité en engagement. Et donc, du coup, on va avoir vraiment besoin d'aller sur l'embarquement. Et puis, tout au long de ce chemin-là, vous allez voir des résistances. C'est naturel, on est dans une transformation qui va impacter directement les personnes. Et dans ces cas-là, les résistances vont émerger sur le chemin. Et l'idée, en fait, ça va être d'avoir les outils pour les managers ou pour les DRH et les dirigeants pour identifier finalement quelles sont ces résistances et mettre en place quelque part les outils, les méthodes qui vont permettre de lever les résistances sur le chemin. Et puis, bien évidemment, je ne redis pas ce que tu as dit, Francis, c'est-à-dire qu'on va capitaliser sur les réussites, les apprentissages et faire des boucles d'apprentissage pour permettre d'amplifier le mouvement. Ça, c'est l'option 1. Dans le cas de l'option 2, on va un petit peu plus loin, puisque là, on parle vraiment de transformation. Qu'est-ce qui va faire qu'en fait, on parle de transformation? C'est si l'impact de l'IA pour vous, et ça va être assez récurrent de ce qu'on peut observer, ça va être un impact qui est à la fois structurel, donc nécessité peut-être de réorganiser la société, un impact stratégique ou un impact culturel. Et là, un mode projet, je dirais, change tel qu'on l'a décrit juste avant, c'est pas forcément suffisant. Donc nous, en fait, pour ceux qui nous connaissent, qui ont déjà eu le livre blanc sur la transformation, là, on reprend plus ou moins les étapes dont on parle.
Mais l'idée, c'est qu'il faut aller remonter un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si vous anticipez que l'IA va avoir vraiment une transformation structurelle, stratégique et culturelle, il faut absolument prendre le temps de vraiment créer une vision qui soit robuste et inspirante, la travailler de manière très pointue, la travailler avec votre équipe de direction et pouvoir vraiment embarquer les personnes clés autour de cette vision pour vraiment impulser. Ensuite, on va revenir sur des phases d'embarquement, je vais aller assez vite. On va avoir besoin de phases de diagnostic assez fines pour comprendre vraiment les prérequis du changement, les impacts et pouvoir piloter vraiment un accompagnement dans le temps. On est souvent sur des projets qui vont être sur un temps long, avec des impacts notamment sur le faire, mais aussi sur l'être. C'est-à-dire, c'est l'étape 5, c'est changer soi-même. Quelle est mon identité avec l'IA, en fait? L'IA, est-ce un outil ou est-ce que l'IA est un compagnon? Et en fait, dit comme ça paraît très simple, mais finalement, ça veut dire que l'IA va devenir un membre de l'équipe. Et si l'IA devient un membre de l'équipe, finalement, comment est-ce que ça fonctionne? Et donc ça, c'est vraiment un travail quelque part assez personnel et collectif qui va permettre de vraiment positionner l'IA au bon endroit dans votre entreprise avec les décisions que vous prendrez, les choix éthiques que vous voudrez faire et pouvoir les ancrer dans le temps et durablement. Et donc après, on a toute la mise en œuvre. Je ne veux pas passer trop de temps parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse vous partager des cas d'usage et je vais laisser Francis le faire. Ça va vous rendre concret finalement l'usage de cette IA aujourd'hui. Ouais, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on ait un peu de temps pour des questions aussi à la fin. 4 cas d'usage très concrets qu'on voulait vous partager, qui sont des choses que vous pouvez mettre en place pour un certain nombre par vous-même. Après, d'ailleurs, une montée en compétences et vous allez voir que c'est assez intéressant. Premier cas d'usage, ça concerne le marketing. On a tous des problématiques quand on organise des événements en ligne pour que les gens viennent. C'est ce qu'on appelle le show-up rate. Nous, on fait énormément d'événements en ligne. On a 50 000 inscrits. Au départ, on n'avait que 25 à 30% de gens qui venaient. Là, je vous présente ici une petite automatisation qui est faite avec un outil qui s'appelle Make, qui va intégrer un autre outil qui s'appelle Twilio, qui permet d'envoyer des messages vocaux et par appel téléphonique directement aux participants. Nous, chaque participant doit laisser son numéro de téléphone quand il s'inscrit à nos événements. Et simplement, en lui passant un coup de fil téléphonique avec un message préenregistré vocal que j'ai enregistré donc avec ma propre voix à l'avance, on a déjà gagné 10 points dans la conversion des gens qui venaient. En fait, on appelle 5 minutes avant l'événement et on rappelle encore 5 minutes après uniquement ceux qui ne sont pas venus. Comment on est allé chercher encore 5 à 10 points supplémentaires de conversion? Eh bien, tout simplement en rajoutant de l'IA dans cette automatisation. Vous verrez que souvent, d'ailleurs, les gens confondent les sujets d'automatisation et d'IA, ils pensent que c'est la même chose, mais non, il y a déjà tellement de choses à faire rien qu'avec l'automatisation, souvent sans même ajouter de l'IA. Pourquoi on a ajouté l'IA? Parce que jusqu'à maintenant, mon message vocal, c'était « Salut, c'est Francis, viens dimanche soir à mon événement. » Maintenant, ce qu'on fait, j'ai pas pris de petit verre d'eau, j'espère que ça va aller, c'est qu'on rajoute le prénom de la personne qui s'est enregistrée. Donc, c'est « Salut Thomas, salut Virginie, salut Gérard », avec ma propre voix que je devrais avoir en IA en ce moment en backup, qui m'aiderait bien, et qui va faire l'intégralité du message vocal. Bien évidemment, la personne est convaincue que c'est moi qui lui ai enregistré un message rien que pour elle, et ça fonctionne parfaitement bien. Ce n'est pas du 100%, parce qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent avec XXXXX à la place de leur Thomas, de leur prénom, et là, effectivement, du coup, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, parce que ça marche dans 99% des cas. Plus 30% de participation à nos événements, c'est des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en plus pour nous. Donc ça, c'est premier cas très concret. Ce genre d'automatisation, c'est une journée de travail pour la mettre en place avec la connexion entre tous les outils, l'enregistrement des sonores et la préparation de l'IA, puisqu'il y a un petit travail d'apprentissage sur l'IA pour qu'elle soit capable de reproduire ma voix parfaitement. Et ensuite, c'est entièrement automatisé. Premier cas d'usage, donc marketing, très efficace dans le sujet du CRM. Deuxième exemple, les chatbots conversationnels. C'est le grand sujet aujourd'hui. Vous savez que l'IA qui peut remplacer en textuel ou même à la voix maintenant, le service client existe. Et donc ça, c'est une solution qu'on a développée pour une société qui est à Marseille, qui loue 400 voitures sur GetAround. Le sujet, c'est toujours la même chose. C'est le client qui débarque à 23 h à Marseille avec le dernier TGV, qui n'arrive pas à ouvrir sa voiture ou qui ne la trouve pas alors que le service client est fermé à 23 h. Donc là, c'est quelques semaines de travail pour aller analyser les conversations historiques du service client, ensuite créer l'automatisation, c'est-à-dire d'être capable d'aller apprendre à l'IA comment ouvrir chaque véhicule avec l'application GetAround et en même temps avoir accès à la donnée
de transaction, puisque la voiture elle est garée à un endroit différent chaque soir. Et donc, il faut être capable d'aller chercher dans les systèmes la bonne réponse et donc d'identifier le client qui pose la question. Ça, c'est à peu près 2 à 3 mois de travail pour réussir à mettre ça en place. C'est un petit peu plus d'investissement. On retrouve ici un outil comme Make qui permet de faire la partie automatisation et on va injecter dans cette automatisation de l'IA pour pouvoir rédiger la réponse et aller chercher également les données transactionnelles. En sachant qu'ici, bien évidemment, on l'a fait en 2 étapes. Une étape d'abord textuelle de test auprès des équipes du service client. Et une fois que le texte était correct, en 99% des cas, on est passé en mode vocal. Ça, c'est vraiment un impact direct sur la performance, sur la qualité de la prestation également. Vous pouvez avoir très facilement maintenant un chatbot qui répond jour et nuit de manière très efficace à votre service client à la place des personnes qui ne travaillent pas 7 jours sur 7. Cas d'usage numéro 3, c'est un peu le Graal. On passe tous un temps de dingue à répondre à nos emails. On rêve tous d'avoir une IA qui soit capable de répondre à nos emails à notre place. Ça existe, on l'a fait déjà pour nous chez Allegra et maintenant pour des clients. Ici, c'est un autre outil d'automatisation qui s'appelle N8N qui permet de faire des agents. Vous avez tous entendu parler forcément des agents depuis le début de l'année. C'est un peu le gros sujet en ce moment. L'intérêt de l'agent, c'est que contrairement à ChatGPT, vous allez copier-coller un email pour obtenir une réponse, ça va vous prendre du temps. Là, c'est l'agent qui est autonome, qui est capable tout seul, sur vos directives, de pouvoir rédiger un mail et l'envoyer. Comment ça se passe dans ce cas d'usage précis? On a intégré cet agent comme un nouveau collaborateur dans Slack. On peut le faire dans Teams, bien évidemment aussi. Et donc, quand je suis en conférence, je peux poser une question à mon agent dans Slack directement en lui demandant est-ce que pendant mes 2 heures de conférence, un mail urgent est arrivé? Il va être capable d'analyser tous mes emails et de me sortir le mail urgent, de me proposer dans Slack automatiquement une réponse en version audio si je suis en déplacement ou en version écrite si je suis devant mon ordinateur et de me demander si je suis d'accord pour envoyer la réponse et m'envoyer la réponse pour moi. Ça va me permettre de gagner bien évidemment énormément de temps et d'être sûr de ne pas passer à côté des messages importants. Ce genre d'automatisation, ça se met aussi en place maintenant en quelques jours et c'est extrêmement efficace. C'est des heures et des heures économisées chaque semaine sur, par exemple, la réponse aux emails. Alors, je propose de passer au slide suivant. Si vous voulez le tester, si vous avez votre smartphone sous la main, vous pouvez scanner ce petit QR code et m'envoyer un mail dès maintenant et vous allez avoir dans un quart de seconde la réponse de mon IA qui s'appelle Joy. Et vous verrez que la réponse, elle est assez intéressante parce qu'elle est très qualitative par rapport à votre question, mais aussi elle va systématiquement à la fin du mail vous proposer de prendre contact avec nous si vous voulez aller plus loin. Donc, il y a toujours une petite démarche marketing dedans. Pourquoi j'ai fait ce QR code et pourquoi je suis en train de vous le présenter ici? Parce que je cherchais depuis des mois un moyen de pouvoir récupérer 100% des emails quand je faisais une conférence des gens qui étaient devant moi. Et je vous garantis que quand je fais ça en conférence, 100% des gens scannent le QR code, m'envoient un mail, je récupère leur mail, leur signature et je peux ensuite les démarcher. C'est un truc de malade et vous êtes peut-être un certain nombre à l'avoir fait en sortant votre... Pardon, merci. Ah, super, on m'a apporté un petit verre d'eau pour me sauver. Ça va aller mieux. Et donc, ce petit trick, c'est une automatisation que j'ai déployée en 1 heure seulement, toujours en utilisant un outil comme Make et un peu d'IA. Et ça fonctionne très, très bien. On se fait maintenant des bases de données incroyables de gens qui participent à nos conférences en physique et avec lesquels on peut récupérer tous les emails et contacter ultérieurement. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'identifier, on peut passer au cas d'usage suivant, d'identifier, de faire travailler la boîte à idées. Et le dernier cas d'usage, je ne pourrais malheureusement pas, pour des raisons de confidentialité évidentes, vous partager ni des copies d'écran, ni dans l'entreprise. Mais en fait, il faut vraiment rêver quand même un peu aujourd'hui avec l'IA. Le cas d'usage que je vais vous présenter maintenant, c'est un laboratoire pharmaceutique qui l'a développé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce domaine d'activité aujourd'hui. Il y a toujours un sujet avec le visiteur médical, puisque c'est un métier très encadré. Il y a un certain nombre de questions que le visiteur médical n'a pas le droit de poser, qui pose généralement un peu quand même. Donc, il prend ses petites notes dans son carnet papier parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit écrit dans le CRM. Et du coup, le CRM du laboratoire était quasiment pas rempli. Il n'y avait rien dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Il se trouve que 100% des visiteurs médicaux ont un mobile fourni par l'entreprise, qu'on peut donc géolocaliser, et que l'entreprise a accès à tout le carnet de rendez-vous du visiteur médical. Donc, à la fin du rendez-vous, quand le téléphone détecte un mouvement en éloignement du lieu de rendez-vous avec le médecin et avec l'accélération, ça veut dire que le visiteur médical est dans sa bagnole en train d'aller au rendez-vous suivant. À ce moment-là, son téléphone qui est en mode main libre dans la voiture sonne et c'est une intelligence artificielle qui appelle le visiteur médical pour faire quoi? Tout simplement pour dialoguer avec lui et qui nous raconte comment s'est passé le rendez-vous avec le médecin. Il va tout lui dire à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire le tri entre ce qu'elle a le droit de garder et ne pas garder dans le CRM pour que ce soit 100% compliant. Et c'est l'IA qui, à la place du visiteur médical, va pendant le trajet remplir le CRM à sa place. Le visiteur médical arrive au rendez-vous suivant, tout a été pris en note. Il garde son petit carnet pour ce qu'il a envie de se garder pour lui et le CRM est à jour. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça à faire. On a toute la technologie pour faire ce genre de choses. C'est du 100% vocal. Ça fonctionne très bien. En termes de budget, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour lancer un POC sur ce type de solution. Et c'est vraiment un problème qu'ont beaucoup d'entreprises sur le remplissage du CRM, pas forcément toujours pour des raisons réglementaires d'ailleurs. Donc, vous voyez encore un très beau cas d'usage qui a très bien fonctionné et qui est en train d'être déployé à grande échelle dans ce labo pharmaceutique. Donc voilà, soyez ouverts, imaginez des cas d'usage, il y en a des tas possibles. L'IA est particulièrement efficace sur tout ce qui concerne le vocal, sur ce qui concerne les données non structurées, tout un tas de choses qui étaient jusque-là impossibles à faire, qu'on peut faire maintenant en seulement quelques heures ou quelques minutes. Je crois que j'ai fini avec les cas d'usage. Et je vous redonne la parole. Oui. Eh ben, on va donner surtout la parole à ceux qui nous écoutent, hein, puisque l'idée là, c'est vraiment de vous laisser l'opportunité de poser quelques questions. C'est l'occasion. Donc, soit vous pouvez écrire votre question dans le chat, soit vous pouvez lever la main en actionnant le petit bouton lever la main pour vous permettre justement de poser les quelques questions qui seraient utiles pour vous. Donc, allez-y. Voilà. Et il nous reste pas beaucoup de minutes, donc. On est entre nous, ne soyez pas. Oui, oui, on est entre nous et je ne sais pas si je peux bien voir. Voilà, tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion pour vous, s'il y a quoi que ce soit, de pouvoir répondre. Brice Lebonnier. Brice, Oui, vas-y, Brice. Incroyable ce dernier cas d'usage. Je pense à tous les commerciaux qui sont sur la route et qui ne prennent pas le temps le soir, après 400 km, de faire le rapport dans CRM. Donc, tout à fait transposable. Merci pour le commentaire, Brice. Ouais. Pour moi, celui-ci, c'est celui qui m'avait bien frappé aussi. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques, parce qu'il y avait un petit sujet complémentaire, effectivement, sur la réglementation, mais ça vaut pour tous les commerciaux qui sont sur le terrain. On va travailler bientôt avec une grande maison de vin qui a une centaine de commerciaux partout en France et à l'international. Ils ont le même problème, des gens qui ont une cinquantaine d'années, ils ont pris HubSpot, personne remplit le HubSpot, et donc ils sont super énervés parce qu'ils ont mis 100 000 euros dans HubSpot par an et il n'y a personne qui s'en sert. Voilà, et c'est une perte de data considérable. Donc, tout ce qui peut permettre de pouvoir continuer à aider l'entreprise à enrichir sa data métier, commerciale, financière, l'IA peut énormément aider sur plein de cas d'usage. Qui est-ce qui veut réagir encore? C'est l'occasion. Sophie? Je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour. Moi, effectivement, comme Brice, je suis assez bluffée du dernier cas. En plus, je travaille en laboratoire pharmaceutique, donc ça me parle bien. Peut-être une réaction, Francis, on commence à avoir des formations animées par IA qui arrivent. C'est-à-dire, en fait, j'ai une intelligence artificielle, alors vidéo ou pas, qui me pose des questions. Voilà. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est encore assez, comment dire, peut-être un peu caricatural et on passe à côté de biais? Voilà. Si vous avez un regard là, sur la formation avec IA.
Oui. Alors, le marché de l'éducation va exploser, hein, et va être complètement bouleversé par l'IA. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, sur ChatGPT 5 à tester le mode Learn. Vous avez le petit chevron et vous pouvez choisir différents modes quand vous posez votre question. Et il y a un mode accessible qui s'appelle Learn et je ne sais plus quoi exactement, et qui ne vous donne plus la réponse directement, mais qui vous donne la réponse comme un prof et qui vous aide à comprendre, qui donne étape par étape. C'est vraiment très, très bien fait. Et donc, on a nativement maintenant, hein, et on l'aura bientôt via l'API, ce mode professeur de ChatGPT qu'on va pouvoir intégrer dans tout un tas d'outils. Donc, c'est que le début. Moi, je crois que ça va énormément se développer. Mais comme la télé n'a pas tué le cinéma, il restera tout un tas de choses qu'on aura besoin de faire avec de l'humain. Et nous qui faisons du B2C et du B2B, on est plutôt en train de l'intégrer aujourd'hui sur la partie B2C, puisqu'on a des gens qui ont envie d'apprendre à toute heure du jour et de la nuit, de n'importe où quand ils veulent. Et alors que dans les entreprises, on nous demande encore beaucoup de présence de quelqu'un qui vient sur place, prendre des gens un peu aussi par la main. Donc, moi, je crois beaucoup à cette complémentarité entre les deux. Nous, on a déjà développé cet outil dans notre communauté, hein, puisque Joy, qui est l'outil que je vous présentais tout à l'heure, vous pouviez tester avec le QR code, est également aujourd'hui déployé auprès de nos 10 000 apprenants, et il lui pose des questions toute la journée, et Joy les aide. Et nous, ça nous permet aussi de recueillir les questions et de pouvoir mieux cibler ensuite sur les cours pour comprendre là où il y a plus de difficultés. Il y a des patterns qui ressortent de types de questions qui sont posées à l'IA. Donc, ça ne marche pas que dans un sens. Nous, on l'utilise non seulement pour pouvoir mettre à disposition un expert aux heures où on n'est pas disponible, on l'utilise aussi pour comprendre quelles sont les questions que les gens vont poser. Et assez bizarrement, en fait, les gens ne posent pas exactement la même question à l'IA qu'à l'expert. C'est-à-dire le syndrome de la question bête, on ne l'a pas avec l'IA. Et c'est pas mal finalement. Donc, il y a quand même vraiment une fonction pédagogique, je pense, positive à l'usage de l'IA. Donc, c'est très complémentaire. C'est encore très tôt. Je pense qu'effectivement, quand on s'appelle L'Oréal ou je ne sais pas, moi, Auchan, et qu'on a 100 000 personnes informées, de toute façon, on est obligé de passer par digital. On ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque personne. Donc, ça va venir en outil complémentaire de ce qui existe. Moi, j'y crois beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question, remarque? Moi, j'ai une question pour vous. Alors, pour ceux qui sont encore là, vous pouvez répondre dans le chat. Sur le 1 à 5, vous vous considérez où, chacun d'entre vous, dans la maturité de l'entreprise, entre voilà, le niveau de départ, niveau 1, et le niveau 5. Donc, je vous rappelle, niveau 1, c'est grosso modo, il ne se passe rien. Niveau 5, expert. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment vous vous auto-évaluez actuellement sur le sujet dans vos entreprises. Ça 2,5. permettra. Ok, voilà, Avec c'était 2,5. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Ça nous permet justement de conclure avec cette note. On va, donc pour ceux qui nous l'ont demandé dans le chat, oui, l'enregistrement, vous pourrez y avoir accès. Vous pourrez également récupérer les slides. Enfin, je ne crois pas me tromper, Francis, hein, les slides que l'on a partagés peuvent être partagés. Et puis, je ne sais pas si tu voulais le dire, Cyril. Voilà, on vous propose, en fait, on a fait un doodle. On sait qu'en fait, pas mal d'entre vous nous ont déjà demandé si on pouvait échanger de manière plus précise sur votre cas d'entreprise. Donc là, on vous propose des rendez-vous en binôme. On s'est dit que c'était ce qui était le plus efficace pour vous. Donc, on a fait un doodle parce que comme ça, on a nos agendas croisés pour que vous puissiez avoir des rendez-vous Seren6 Allegria. Donc, n'hésitez pas, ce lien Doodle va vous être envoyé si jamais vous voulez poursuivre les échanges, discuter de vos cas concrets, de ce qui se passe pour vous. C'est l'occasion, en tout cas, qu'on puisse aller un cran plus loin, vous écouter, vous donner des exemples plus précis qui correspondent à votre situation. Et puis, nous, on est à votre disposition pour aller un cran plus loin. On continuera à vous informer sur ce sujet pour que vous gardiez un temps d'avance, toujours avec nous. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et merci à Cyril, Laurence et aussi de l'équipe. On a Delphine et Géraldine qui sont présentes pour la préparation de ce beau webinaire. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci Francis pour ta présence et à très Merci vite. Victoria aussi chez nous qui a beaucoup participé. Et puis, on se retrouve Et Victoria qui est là aussi, oui. Passer à l'action maintenant. Donc, on sera ravis de vous accompagner sur le sujet. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Merci, au revoir. Merci, au revoir.